Salut à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être une réponse à l'une des dernières vidéos de la carologie qui s'intitule, il me semble, Remise en question, et dans laquelle en fait elle parle de ses doutes et de ses interrogations quant à YouTube, la place qu'elle occupe sur YouTube, la création de contenu. Et en fait c'est une vidéo qui a énormément fait écho en moi parce que si vous me suivez sur Instagram notamment, c'est un sujet que j'aborde assez souvent parce que ça fait très longtemps que je suis sur YouTube, parce que c'est une plateforme qui compte énormément pour moi, parce que c'est une énorme partie de ma vie et que forcément c'est quand même une activité particulière où on s'expose beaucoup, où notre contenu est jugé et apprécié aussi bien positivement que négativement, d'une manière qu'on retrouve peu souvent dans les autres activités professionnelles les plus communes et courantes, j'ai l'impression. C'est vraiment une activité particulière. Et alors exactement comme l'a fait Caro dans sa vidéo, je précise avant de commencer que c'est pas du tout une vidéo pour qu'on s'apitoie sur mon sort, ni sur son sort, ni sur le sort de qui que ce soit, que c'est pas une vidéo qui se veut être un plaidoyer pour les youtubeurs, et je suis pas là en train de dire que créer du contenu en ligne c'est la chose la plus difficile, la plus éreintante qui soit. Maintenant voilà, si on est sur cette vidéo, on peut quand même s'accorder pour dire que s'accorder à dire en tout cas que c'est une activité qui demande du temps, de l'énergie, plusieurs ressources, qui mobilise plusieurs compétences et qui est extrêmement taxante en termes d'énergie, et qui peut avoir beaucoup de répercussions sur notre bien-être au quotidien, comme tout travail, d'accord ? Mais par exemple la distinction entre vie privée et vie professionnelle est plus floue, on est beaucoup plus exposé, l'estime de soi est plus engagée il me semble, ou en tout cas de manière plus directe et évidente. Et donc c'est une activité qui peut être difficile, vécue difficilement, et qui soulève des questions et des interrogations qui ne sont pas forcément les mêmes, par exemple que moi, en tant que prof, je peux avoir dans mon métier de prof. Voilà. Ceci étant dit, maintenant on va commencer avec le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, en fait, ça fait très longtemps que je fais des vidéos. Je crois que ma chaîne a été créée en 2007, et en fait j'ai fait des vidéos quand j'étais au lycée. Si vous voulez vraiment, moi c'est quand même assez... Je pense que c'est pas le cas de beaucoup de gens, mais du coup j'ai commencé à faire des vidéos quand j'étais au lycée, et puis quand je suis rentrée à la fac, et puis quand j'ai commencé à travailler tout en étant à la fac, et puis maintenant en tant que prof, et prof à temps plein. Je suis plus étudiante, je suis pas freelance, je suis prof quoi. Et il est vrai que lorsque la création de contenu, bah voilà, on la voit comment dire, évoluer et puis aussi se continuer à travers ces âges de la vie qui sont très différents. Je pense que vous pouvez tous vous imaginer à quel point ma vie n'avait rien à voir quand j'étais au lycée et maintenant, ou même quand j'étais étudiante et maintenant. Et donc forcément, bah, on n'a pas les mêmes attendus avec la plateforme, on n'a pas les mêmes difficultés. Par exemple, quand j'étais lycéenne, en fait, bah, on n'était pas monétisé. Il fallait attendre d'avoir 10 000 abonnés pour pouvoir être partenaire sur YouTube. On ne pouvait pas choisir sa miniature comme on le souhaitait. On ne pouvait pas faire des vidéos qui duraient plus de 10 minutes. Personne en France ou presque ne regardait YouTube. Enfin, ça n'avait juste rien à voir. Et donc, bah, évidemment que c'était beaucoup plus convivial, beaucoup plus petit, qu'il n'y avait pas toutes ces questions de « puis-je vivre de YouTube ?» Et puis même moi, je n'avais pas ces interrogations-là, étant donné que voilà, je vivais chez mes parents. J'avais pas des soucis financiers de cet ordre-là, en tout cas pas personnels. Quand je suis devenue étudiante, YouTube était toujours beaucoup moins mainstream, ou en tout cas voilà, populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. En plus, je faisais du contenu qui était uniquement en anglais, donc j'étais encore moins confrontée au YouTube francophone, mais qui était à l'époque minuscule encore à cette époque-là. Et puis voilà, j'avais pas non plus ces impératifs-là. Je touchais la bourse, j'allais faire mes études, je touchais à l'époque un tout petit peu, mais alors vraiment, je pense entre 50 et 100 euros peut-être par mois avec les vues sur YouTube. Et puis ma vie se déroulait ainsi, j'avais du temps libre, c'était toujours quand même un microcosme, c'était toujours assez convivial, c'était vraiment voilà, une activité, un hobby, une passion, parce que moi honnêtement je peux qualifier ça de passion, parce que quelque chose quand même que je fais depuis 2007 à travers ces étapes de la vie, malgré les difficultés, malgré toute la haine, malgré beaucoup de choses très difficiles, ça veut dire que je suis passionnée, et j'ai pas honte en fait de dire que je suis passionnée par la création de contenu en ligne et par l'échange avec les gens. Et je pense que pour Caro c'était à peu près pareil, enfin elle exprimait vraiment qu'en fait elle aimait faire ça.
qu'elle envisageait pas d'arrêter, et que voilà, c'était pas une course aux chiffres non plus, mais c'était tout ce qui découlait, la vie extérieure en fait, qui faisait qu'on était obligé de se poser ces questions-là. Et donc voilà, pour moi c'était une passion qui n'avait que des aspects positifs, je pouvais échanger avec des gens, j'apprenais des choses, c'était agréable, et en plus oui voilà, ça me faisait on va dire de l'argent de poche à la fin du mois, mais ça s'arrêtait là quoi. J'ai vécu des choses extraordinaires grâce à YouTube. À cette époque-là, j'étais vraiment dans une pluralité de contenus. Je parlais de langue, je parlais de culture, je parlais de féminisme, je parlais de véganisme, je faisais des vlogs, je faisais déjà Vlogmas, enfin voilà, tout était très bien. Et puis au fur et à mesure, YouTube s'est développé, YouTube a beaucoup changé. Ça c'est vrai que personnellement, moi c'est vraiment un constat que je dresse. YouTube a beaucoup changé et pas en bien selon moi. La qualité du contenu, alors il y a toujours du contenu de qualité sur YouTube, il y a toujours du contenu honnête, passionné, créatif, artistique, original, ou même la personne voilà, qui se place devant sa caméra et qui va parler, mais qui le fait de manière, comme je l'ai dit, honnête, et c'est un plus. Pour moi, c'est une vidéo de qualité dans ce sens-là. Mais il y a aussi beaucoup de contenu qui, à mon sens, est vraiment du contenu poubelle, du contenu télé-réalité, du contenu qui marche très très bien par ailleurs et qui est ultra recommandé, et en fait c'est un peu devenu la seule façon presque de survivre ou de vivre sur YouTube, en tout cas si on pense en termes de monétisation et de représentation, enfin en tout cas voilà, est-ce qu'on est mis en avant ou pas par la plateforme. Pour moi, ce qui est assez problématique, on va dire, c'est effectivement de jongler entre mon activité de prof et cette activité de créer du contenu en ligne. C'est une question que justement Caro pose dans sa vidéo, parce qu'elle dit qu'elle a lâché son poste de caissière et que voilà, maintenant c'est un stress constant en fait de se dire comment est-ce que je vais boucler mes fins de mois en gros avec YouTube. Et moi, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Est-ce que t'aimerais pas vivre de YouTube? Est-ce que c'est pas quelque chose que t'aimerais essayer de faire? Pourquoi t'as jamais tenté? C'est vrai que je n'ai jamais tenté de vivre de YouTube. Je pense que la raison pour laquelle je l'ai jamais tenté, c'est parce que, comme je vous dis, je viens d'un YouTube qui n'avait rien à voir. En fait, c'était même pas une question qu'on se posait, sauf pour, je sais pas, 2-3 qui à l'époque étaient énormes. Genre, je me souviens que Shane Dawson a toujours été l'un des plus grands plus gros YouTubeurs, et lui vivait déjà de ça, mais voilà, ça n'avait rien à voir. Donc c'est vrai que même si voilà, je m'adapte aussi, je vois bien que YouTube change, et je vois bien que moi aussi mes aspirations changent, je vais pas vous mentir, mais il y a quand même des habitudes ou des réflexes qui ne partent pas. Et pour moi, YouTube, j'arrive toujours pas à le voir uniquement comme ça. Donc j'ai jamais eu cette ambition particulière, d'autant plus qu'en fait, j'ai toujours eu envie d'être prof. Donc pour moi, c'est pas un job alimentaire, et je pense que c'est peut-être là aussi une petite différence, c'est que personnellement, même si le métier de prof est très difficile à mon sens, et très fatigant, et que là dans ma vie actuelle c'est pas le métier de prof, mais c'est de pouvoir gérer, d'organiser beaucoup de choses qui est très difficile et qui me conduit à être moins productive, à être très malheureuse, je vais pas vous mentir, en ce moment mentalement c'est pas génial, mais je veux être prof, j'ai pas envie d'arrêter l'enseignement en fait, voilà. Donc il y a le fait que j'ai des autres envies au-delà de YouTube, ce qui fait que moi je me verrais pas en fait arrêter mon métier de prof pour me consacrer à YouTube. Par contre, ce que j'aimerais effectivement, c'est j'aimerais réduire mon activité de prof, c'est-à-dire que idéalement, je vais être très honnête avec vous, la situation idéale pour moi et ce que j'aimerais vraiment réussir à faire, c'est d'être à temps partiel en tant que prof, donc être soit à 15h, soit à 9h, et du coup d'avoir le reste de mon temps pour créer du contenu en ligne. Voilà. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est pas possible en fait. Il me serait pas possible, en tout cas à l'heure actuelle et en vivant à Paris et en vivant seule, de vivre ainsi. L'argent que je recevrais au total à la fin du mois ne me permettrait pas de vivre. Voilà. Et ça, c'est un problème. C'est vrai que ça, c'est une source de frustration parce que eh bien, une fois que j'ai fait mes 22 heures d'enseignement, mes 32 heures de présence sur établissement, une fois que j'ai corrigé les copies, une fois que j'ai refait les séances de cours, une fois que j'ai répondu aux parents, une fois que j'ai fait les bulletins, bref, toutes ces choses qui font qu'en fait, je sais même pas combien d'heures je travaille en tant que prof par semaine, il faudrait que je fasse le calcul une fois, il me reste très peu de temps en fait pour créer des vidéos.
Si on oublie là ces quelques derniers 3-4 mois qui ont été très difficiles pour moi, en fait, normalement, moi, mon rythme de publication, depuis que je fais des vidéos, on va dire que c'est entre 2 à 3 vidéos par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme en fait. C'est énorme. Et il n'y a pas que ça, parce que, en fait, moi, je me considère pas comme vraiment youtubeuse dans le sens où j'ai aussi un podcast et j'ai aussi des comptes Instagram que j'alimente, et même si c'est un plaisir bien évidemment, bah, par exemple mon Instagram littéraire c'est pas la même chose que juste poster une photo de Paris avec une petite légende sympa. Voilà. Donc, et c'est une présence que les gens recherchent aussi. Donc pour moi, la création de contenu vidéo, la création du podcast, la création de contenu notamment littéraire par exemple sur Instagram, tout ça, ça s'ajoute et en fait ça demande énormément de temps. Et à l'heure actuelle, je suis dans cette impasse où en fait je ne peux pas moins enseigner, notamment aussi parce qu'il y a d'autres questions, hein, est-ce que le temps partiel est accordé ou pas, hein, mais je ne peux pas moins enseigner parce que, et donc avoir plus de temps pour créer parce que financièrement ça le ferait pas. Et par contre, là où financièrement c'est ok, ben je suis malheureuse parce que ma passion, depuis 2007, je le rappelle quand même, ben je peux pas la vivre comme je le souhaite. Et c'est très douloureux à vivre en fait. Donc, moi, personnellement, j'ai pas ce projet de vivre uniquement de YouTube. Je pense que j'aurais toujours envie d'avoir une activité professionnelle à côté, parce que ça me passionne, parce que je pense que c'est important d'avoir d'autres choses, parce que pour moi, bah, par exemple, être prof, c'est une forme aussi de... Bah, je me sens utile et je pense être utile, et on est utile en faisant des vidéos, mais j'ai envie d'être utile de différentes façons. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, comme je vous dis, voilà, j'aimerais être à temps partiel parce que j'ai envie d'avoir plus de temps. Et ce dont Caro parle aussi dans la vidéo, c'est qu'il y a un moment où on arrive à être presque lassé de ses propres vidéos, on arrive à beaucoup douter de soi, et moi je doute énormément du contenu que je crée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai toujours vu ça comme un hobby, parce que j'ai toujours fait mes études à côté, parce que maintenant je travaille, et que j'ai pas donc en fait le temps de passer je ne sais combien d'heures à éditer une vidéo, déjà que je passe du temps à les éditer, à les monter, pardon. Je n'ai pas, je ne sais pas combien de temps pour la filmer, je n'ai personne pour m'aider à filmer, je n'ai pas tel et tel équipement. Et quand vous voyez en fait des gens qui, pour X raisons, ont pu s'investir pleinement dans YouTube et qui font donc des vidéos qui esthétiquement, ou même dans la forme au-delà de l'esthétique, sont ce que vous aimeriez peut-être faire ou ce vers quoi vous aimeriez tendre, c'est très très frustrant parfois, je vais pas vous mentir, c'est très déprimant. Parce qu'en fait, on sait très bien que la seule différence, c'est que eux ont le temps et les moyens et que nous, on l'a pas. Comment gérer ça ? Ben moi, j'en sais rien parce que je le gère toujours pas en fait. C'est toujours difficile. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est toujours difficile. Alors bien sûr, de temps en temps, je tente. Il y a des vlogs que j'ai pu faire de voyage où le montage était un peu plus poussé, où je suis vraiment contente du résultat, même si c'est pas parfait. Et ça me fait énormément plaisir et j'adore faire ces vidéos-là. Il y a des vidéos, ne serait-ce qu'une journée dans mon assiette, où je mets quelques animations de ci, de là. Et je me sens... J'adore faire ce genre de contenu. Voilà, il y a de temps en temps des vidéos ponctuellement que je peux faire où c'est plus créatif un petit peu et où ça sort de je suis assise face à ma caméra et je parle. Après, pour être honnête avec vous, je pense que je produis quand même une diversité de contenu dans le sens où je fais souvent des vlogs, je fais des vlogs de voyage, je fais vlogmas, il y a des vidéos où je parle comme ça, il y a des vidéos où c'est beaucoup plus scripté, il y a le podcast, et malgré tout, on va pas se mentir, il y a aussi le fait que est-ce que cette vidéo marche ou pas derrière. Il y a des contenus que moi j'aime beaucoup faire et des contenus sur lesquels je passe beaucoup de temps et en fait la réponse n'est pas forcément celle qu'on attendait ou au rendez-vous. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème ou pas ? Je pense que ça dépend des gens, mais en fait si on est honnête, pour beaucoup de gens c'est un problème. Et c'est un problème parce qu'en fait quand tu produis un tel travail, t'attends une reconnaissance derrière et quand en plus YouTube est devenu quand même... où cette création de contenu en ligne, c'est devenu aussi une partie de ton salaire, il y a cette pression-là qui s'ajoute, parce que moi, je vais pas vous mentir, si mon contenu en ligne à l'heure actuelle ne me rapportait beaucoup moins, ce serait difficile pour moi de vivre comme je vis à l'heure actuelle. Et pourtant, je vis pas de manière... je vis pas dans le luxe, quoi, hein, loin de là. Mais la dépense énergétique et la dépense de temps, je sais pas si je voudrais et si je pourrais encore la mettre là-dedans, en fait, si l'aspect financier disparaissait. Pourquoi ? Parce que d'avoir un métier à côté, c'est très taxant.
Et qu'en fait, parfois, j'ai envie d'aller voir mes amis, parfois j'ai envie de rester dans mon lit, parfois j'ai envie d'aller me balader, parfois j'ai envie de lire un livre, parfois j'ai envie de passer la journée en pyjama. Et en fait, ça, je le fais pas parce que je vais poster une vidéo en ligne. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le faire, certes, mais aussi parce que c'est devenu une part de mon activité professionnelle, en fait. Je vais pas mentir, c'est devenu une part de mon activité professionnelle. Je serais très malheureuse sur YouTube, je pense que je n'arrêterai jamais YouTube, très honnêtement. Mais si, financièrement, il n'y avait plus d'argent en jeu, je pense que je posterais beaucoup moins, parce que je serais plus indulgente avec moi-même, et parce que je serais obligée de toute manière de chercher en fait d'autres sources de revenus. Je prendrais des heures sup au travail par exemple, vous voyez. Je donnerais des cours particuliers, comme le font beaucoup de profs, parce que le salaire de prof, c'est pas un salaire incroyable. Donc ça, c'est des choses que les gens n'ont pas forcément en tête, et qui n'aiment pas forcément avoir en tête non plus. Parce que les gens s'imaginent, souvent je trouve, que voilà, on a la belle vie en fait, qu'on fait un truc qui nous plaît, et qu'en plus on exige d'être payé. Sauf que c'est pas vraiment ça, parce que, regardez, moi j'adore lire, j'exige pas d'être payé pour lire. J'adore dessiner, j'exige pas d'être payé pour dessiner. Pourquoi? Parce que ça n'apporte pas en fait une plus-value forcément à la vie des gens, parce que les autres n'en bénéficient pas, et parce que la dose de travail n'est pas la même. Mais en fait, à partir du moment où le contenu qu'on produit sur YouTube, c'est vraiment quelque chose dont les autres bénéficient, dont ils tirent profit, que ce soit parce que ça les intéresse, que ce soit parce que ça les divertit, que ce soit parce que ça les aide, que ce soit parce que... peu importe. Et quand on sait tout ce que nous, ça nous demande, d'imaginer qu'en fait, on n'aurait rien entre guillemets en retour, moi ça me semble pas forcément juste. Et je sais que là, il y a certaines personnes qui vont pas aimer ce que je dis, mais voilà, je vous le dis honnêtement. Et en fait, est-ce qu'on accepterait d'une autre forme d'activité qui est très chronophage, qui nécessite beaucoup d'investissement et dont d'autres personnes bénéficient? Est-ce qu'on accepterait qu'elle soit totalement gratuite et que les personnes qui font ce travail-là ne demandent rien en contrepartie? Moi, je pense pas. Et c'est donc logique, à mon sens, que ce travail-là soit rémunéré. Et en réponse à la vidéo de la carologie, Esther avait fait une vidéo. Et en fait, la vidéo était intéressante, même si c'est pas du tout le même point de vue, parce qu'Esther est très orientée business et entrepreneuriat, mais il y a quand même un truc qui m'a dérangée dans la vidéo, c'est qu'elle dit à un moment que voilà, demander à ce qu'on nous paye ou qu'on finance en fait les vidéos, c'est demander à être payé pour rien. Alors moi, je suis absolument pas d'accord en fait. Si Esther pense que ces vidéos qu'elle produit sur sa chaîne, en fait c'est rien, ou que voilà, elle a le droit, hein, chacun... Mais moi en fait mes vidéos c'est pas rien, le travail qui est mis dedans c'est pas rien, ce que ça apporte aux gens je pense que c'est pas rien, et j'accepte pas qu'on me dise qu'en fait, demander par exemple aux gens de me soutenir financièrement sur Patreon ou Tipeee par exemple, je pense que non en fait, c'est pas demander de l'argent pour rien. Enlever, enfin même moi je me le dis, si on m'enlevait YouTube, ce serait vraiment une perte dans ma vie. Si je pouvais plus voir les vidéos de personnes que j'apprécie, qui parlent soit de sociaux, soit de politique, soit de féminisme, soit de littérature, soit d'art, ou qui font des vlogs, ou qui font des trucs créatifs, qui m'inspirent, qui mettent du baume au cœur, qui m'aident à me sentir connectée à d'autres personnes, qui m'informent, mais ce serait vraiment une perte dans ma vie en fait. Et j'ai pas honte de le dire. YouTube, comparez, combien de temps passez-vous sur YouTube? Que vous apportent toutes ces vidéos? Trouvez-vous donc étrange que ces gens-là puissent imaginer de recevoir quelque chose en contrepartie? Moi, je ne pense pas. Et la réalité, c'est que moi, en tout cas, je vais pas vous mentir, ce qui est pour moi le plus cohérent, en tout cas dans ma démarche et dans le rapport que j'ai avec les gens et dans le contenu que je crée, c'est d'être financé par les gens qui me regardent. Voilà. C'est aussi très stressant parce qu'en fait, il n'y a aucune garantie, parce que les gens n'ont pas forcément envie, parce que les gens peuvent arrêter pour X raisons. Et donc c'est extrêmement instable comme source de revenus, mais c'est ce qui me semble le plus cohérent. Et c'est ce que moi je serais totalement prête à faire. En fait, moi ça me dérangerait pas de, je sais pas, payer un abonnement de 10 € par mois qui serait redistribué à, je sais pas, par exemple 10 ou 5 youtubeurs que je regarde le plus souvent, ou que j'estime être les plus importants pour moi. Ça me dérangerait absolument pas, et en fait, je pense que cet argent-là, il serait ainsi distribué équitablement, et me permettrait de continuer à regarder du contenu qui est important pour moi. Voilà. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est même quelque chose que, pas que j'envisage, mais qui des fois traverse mon esprit. C'est-à-dire qu'il y a une youtubeuse que je suis, qui est très différente de moi, vous allez peut-être être surpris, mais qui s'appelle Zola Homme, enfin sa chaîne s'appelle Zola Homme.
Et elle parle de sujets très divers, etc. Mais moi je trouve que ses points de vue, notamment sur la question, enfin sur toutes les questions qui peuvent toucher les femmes noires, c'est très intéressant et voilà. Et elle parle souvent de ça en fait, que sur YouTube, les gens ont été habitués à recevoir du contenu gratuitement et que ça peut avoir des incidences négatives. Et en fait, elle a créé plusieurs, il me semble, enfin je suis pas trop sûre, mais je sais qu'en fait elle a un site où les gens sont abonnés au mois et ont accès à du contenu, et que donc elle a vraiment shifté, elle poste quasiment plus, on va dire, trop sur YouTube, et elle poste sur cette plateforme-là. Et je pense, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'à terme c'est quelque chose qu'on pourrait voir de plus en plus souvent pour les youtubeurs moyens, qui sont pas énormes et qui arrivent pas encore, mais qui sont quand même gros, d'accord, mais qui peuvent pas vivre décemment sur YouTube. J'ai dû aller vider la carte mémoire parce que nous étions arrivés à la limite. Donc voilà, je disais que c'est peut-être une formule qui à l'avenir se développera, il me semble, et c'est déjà un peu un truc que YouTube essaie de mettre en place là, de façon un petit peu insidieuse pour le moment. Mais en fait je le comprends, c'est-à-dire que je vais pas vous mentir, quand par exemple j'ai 192 000 abonnés je crois, Caro en a il me semble environ 100 000 de plus. Elle a de nombreuses vues par vidéo, pareil pour moi on va dire que je sais pas, ça doit être entre 5 000 et 30 000 vidéos les vues, la moyenne, c'est pas une moyenne mais vous avez compris, je suis nulle en maths. Et en fait quand tu te dis qu'il suffirait qu'il y ait je sais pas genre un tiers ou un quart des personnes qui donnent 1 euro par mois pour que tu puisses en vivre, parfois c'est vrai que ça frappe en fait de se dire ce serait si simple et ça me permettrait de créer tellement de contenu super plus travaillé, diversifié, de répondre aux demandes des gens. Enfin moi, je vais pas vous mentir, j'aimerais tellement, mais vraiment tellement, avoir comme une sorte, pas d'émission, mais de pouvoir produire une vidéo par jour. Mais une vidéo différente. Par exemple, je sais pas, le lundi ce serait sur un thème, le mardi ce serait réaction à l'actualité, le mercredi ce serait décryptage de tel mot, le jeudi ce serait vulgarisation sur telle notion féministe, ou etc. Le vendredi ce serait un vlog. Moi j'adorerais voir une chaîne comme ça, et j'en connais pas à l'heure actuelle, et c'est parce que la dose de travail est énorme en fait, bien évidemment, mais c'est aussi parce que, bon bah c'est peut-être pas ce que tout le monde a envie de voir ou ce que tout le monde a envie de créer, mais par exemple ça, moi ce serait un truc qui me parlerait énormément, et j'adorerais faire ça, sauf qu'à l'heure actuelle c'est juste pas possible en réalité, c'est même pas envisageable, même pas envisageable. Autre chose qui me semble assez importante, c'est les collaborations. C'est-à-dire que voilà, moi je vous ai exposé mon point de vue, ce que moi j'aimerais le plus pour cette chaîne et ce qui serait le plus pertinent, c'est voilà, bon bah les vues, mais les vues effectivement de manière, si on espère vivre des vues, c'est pas possible, ce serait un financement par les gens qui me regardent à la hauteur de leurs moyens. Je pense que franchement 1 euro par mois, c'est à la hauteur de la plupart des gens qui regardent ces vidéos, et en fait ça changerait tout. Je vais pas vous mentir, moi ça changerait tout pour moi en fait. Ça changerait absolument tout pour moi. Là je pourrais totalement envisager, je sais pas, je pourrais juste envisager d'être à mi-temps et de créer beaucoup plus de vidéos et d'être beaucoup plus épanouie et d'apporter beaucoup plus en fait en termes de contenu. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire, en prolongation en fait juste du métier de prof, parce qu'en fait ce que je fais, je suis pas là en train de vous donner un cours, vous n'êtes pas mes élèves, mais il y a cette idée de partage, cette idée d'accession aux connaissances, de partage des connaissances, de partage des connaissances, et ça c'est quelque chose qui me passionne en fait. Bref, si on pense que ça c'est pas cool, c'est pas éthique, on n'a pas envie de demander aux gens de payer pour ces vidéos qu'ils regardent pourtant tout le temps, et ben il y a les partenariats avec les marques. Alors ça, moi c'est... En fait je suis exactement comme Caro, c'est-à-dire que la raison aussi pour laquelle je préfère, et c'est un peu ce que Esther disait mais d'une autre manière, parce qu'elle pensait qu'il fallait rajouter un produit du coup, mais moi j'ai pas envie de passer par des marques, c'est-à-dire que ce que je produis c'est pour vous, vos commentaires c'est pour moi, nos échanges c'est entre nous, la plus-value c'est entre nous, et des fois c'est ridicule en fait d'intégrer une autre marque, et je pense que c'est pour ça que très souvent certains youtubeurs ou certains créateurs de contenu se sentent juste mal à l'aise, parce que ça n'a pas de sens d'un coup que tiens dans cette vidéo je vous dis tiens au fait achetez cette cuillère qui est géniale, ça n'a pas de sens. Alors des fois ça a du sens, par exemple là j'ai eu plusieurs vidéos en collaboration avec Skillshare et j'ai adoré travailler avec eux, l'équipe était super sympa, super flexible, ils n'avaient pas du tout des attentes ridicules sur le format de vidéo, ce que je devais dire ou pas. C'est pas un produit, c'est un site qui permet voilà, d'apprendre des choses en ligne, c'est un site que j'utilisais moi avant qu'ils me demandent de faire un partenariat. Donc là c'est tout bénef en fait, je pense que ça peut servir à beaucoup de gens, c'est un truc auquel je crois, c'est bénéfique. Y a pas de problème. Par contre, il y a beaucoup de marques aussi qui me contactent pour parler de produits qui peuvent être cool, mais
ou parfois qu'ils le sont pas, et puis en plus, ils se moquent de nous en fait. Là, je vais être très très franche. Récemment, j'ai reçu un mail, alors je vais pas dire de qui, ou vais-je dire de qui? J'ai reçu un mail d'une compagnie qui propose des cartes. J'ai déjà travaillé avec eux dans le passé. Leurs cartes sont cool, ça peut être un bon cadeau, c'est des cartes de toutes les villes du monde, donc c'est super cool parce que c'est personnalisé, et puis voilà, c'est sympa. La première fois que j'avais travaillé avec eux, ils m'avaient payé en fait pour la mention dans une vidéo. La vidéo avait quand même été tournée pratiquement que pour ça. Et j'avais déjà été payée une somme qui était bien en deçà de ce que j'aurais dû être payée pour le nombre de vues et pour les abonnés que j'ai. D'ailleurs, je vous laisserai en barre d'infos aussi une vidéo d'une autre youtubeuse qui est une youtubeuse beauté qui avait parlé de ça dans une vidéo, et en fait les chiffres qu'elle donne sur ce qu'elle est payée elle, et je sais que c'est même pas le plus, c'est juste incroyable en fait parce que ça n'a rien à voir avec... J'ai été payée des sacs quoi, voilà. Et là en fait ils m'ont recontacté pour que je fasse des posts Instagram il me semble et des stories, et en fait ils voulaient pas me payer, ils voulaient que je touche un pourcentage sur les ventes. Et donc j'ai répondu que je travaillais pas comme ça, que moi j'étais en fait payée, et que en plus... et ils ont même eu le culot en fait de me dire, pour les premières collaborations, c'est la seule forme de rémunération envisagée. Je leur ai dit, mais en fait on a déjà travaillé ensemble. Donc déjà, enfin, c'est le nombre de mails qu'on reçoit qui sont même pas personnalisés, un minimum, des trucs qui n'ont aucun rapport avec nos chaînes, et en plus des rémunérations qui sont soit inexistantes, soit totalement aberrantes. Alors, aberrante, oui et non, c'est-à-dire que c'est toujours aberrant en fait que je sois assise ici, que je parle d'un produit pendant 5 minutes et qu'en fait je touche 100, 150, 200 euros, parce que moi c'est ce que je touche. Et en fait c'est rien comparé à ce que les autres gens touchent, je tiens à le dire. C'est sûr que c'est aberrant, parce qu'en fait, ça, 100 euros, c'est une journée de travail en tant que prof. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais, ok, on peut réfléchir sur l'aberration de la chose. Mais la réalité, c'est qu'en fait, eux, derrière, ces marques, elles vont avoir une plus-value de fou, alors que nous, on aura récolté rien. Des miettes. Et qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont des revenus incroyables grâce à ces partenariats, et qui en plus trient pas du tout leurs partenariats par ailleurs, mais ça c'est une autre question. Moi les marques, j'ai beaucoup de mal. J'ai eu quelques collaborations fructueuses, par exemple Skillshare, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec eux, et s'ils me le reproposaient, je retravaillerais avec eux avec plaisir. Audible, c'était cool de travailler avec eux, mais encore une fois, je suis désolée, Audible par exemple m'ont payé rien du tout, alors que c'est une énorme compagnie, et que sur le YouTube francophone, en termes de littérature, je suis la personne qui a le plus d'abonnés, qui a le plus de visibilité, et pour autant, ils m'ont payé encore une fois des miettes. Et quand j'ai osé demander une augmentation juste de 50 euros pour arriver à un truc qui était quand même un minimum décent, en plus j'ai fait des vidéos dédiées aussi, hein, pas juste des mentions, ils ont refusé. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, c'est sûr qu'en fait ça fait toujours 100 euros de plus à la fin du mois, mais est-ce que j'ai envie de me faire arnaquer comme ça? Est-ce que j'ai envie de recommander à des gens qui me regardent des compagnies qui, à mon sens, me respectent pas mon travail, et donc respectent pas en fait ce qu'on est ici, nous, cette communauté, ou ces communautés sur YouTube? Pas vraiment. Et c'est là que ça rentre en jeu, encore une fois, l'idée que être financé par les gens qui nous regardent, ça nous permet d'être libres face à ça. Et ça nous permet, il me semble, d'échapper à quelque chose qui est ultra capitaliste et ultra libéral. Là, on est limite dans du troc, si c'est les gens qui nous financent. Voilà. Il y a des choses qui sont plus positives, par exemple, comme des contrats sur le long terme. Je connais une personne qui en fait a un contrat annuel avec une marque qui vend des produits qui sont en accord avec ses valeurs et son éthique, elle est végane, enfin voilà. Et ça c'est super en fait, parce que là tu as un revenu fixe assuré par mois, et ça te permet une tranquillité d'esprit qui est incroyable, et qui permet donc en fait de multiplier les autres sources de revenus, d'être beaucoup plus créatif. Et d'ailleurs cette personne-là, elle vit en fait de son activité en ligne, elle n'a pas d'autre travail à côté. Mais ça encore une fois, c'est pour ma chaîne, je vois pas comment ce serait possible. Pour la chaîne de Caro, je vois pas non plus comment ce serait possible, parce qu'en fait on vend pas de produits. Et c'est ça qui est difficile, c'est que les chaînes qui sont des chaînes de connaissances ou de culture ou d'art, c'est très difficile d'en vivre aussi pour cette raison-là. Et c'est pour ça aussi, j'en reviens toujours à mon premier point, que moi je pense vraiment que la solution ici, c'est un échange entre le créateur ou la créatrice de contenu et les personnes qui suivent et regardent, visionnent, écoutent ce contenu. Voilà. Ça fait beaucoup de choses, hein, cette vidéo va être longue, mais personnellement je trouve que c'est un sujet intéressant, et j'ai envie d'être honnête avec vous. Franchement, j'espère que vous voyez à quel point je suis honnête avec vous. Là je vous sors des noms, je vous sors des chiffres, je vous donne des avis qui sont peut-être pas des opinions ultra populaires.
Et voilà, moi à l'heure actuelle, j'ai une certaine sécurité financière grâce à ce travail de prof. J'aime ce travail, je veux pas l'arrêter, mais je vais pas vous cacher que je suis très déprimée vis-à-vis de beaucoup de choses dans ma vie, mais vis-à-vis du contenu que je crée en ligne parce que je voudrais créer plus. Je voudrais avoir le temps en fait de passer 1 semaine, 2 semaines sur une vidéo. Y a des formats que j'ai en tête. J'ai des listes et des listes de sujets vidéo, vous vous rendez même pas compte. J'aurais envie de faire des collaborations, j'aurais envie de faire des interviews, j'aurais envie de faire des mini-documentaires. J'ai énormément de choses que j'aimerais faire qui n'ont pas encore été faites, qui me passionnent et qui, je suis sûre, vous plairaient. Mais en fait, j'ai pas le temps et j'ai pas les moyens. Et là, c'est une impasse en fait. C'est vraiment une impasse en tant que personne qui a envie d'apporter quelque chose. C'est une impasse en tant que créateur, c'est une impasse en tant qu'individu. Et c'est dommage en fait. Et c'est violent des fois de s'entendre dire « Oui, mais te plains pas parce que tu fais déjà un truc que t'aimes. » Oui, d'accord, mais en fait, est-ce que c'est parce que c'est une chance, et j'en suis totalement consciente, de faire quelque chose que j'aime et d'y gagner une certaine forme, en tout cas financière, en retour? Est-ce que c'est parce que c'est une chance que malheureusement tout le monde n'a pas, qu'on devrait me l'enlever et me le reprocher? Non, en fait, on devrait se battre pour que ce soit quelque chose qui soit accessible à beaucoup plus de gens. C'est ça l'état d'esprit, c'est pas l'inverse. Enfin, en tout cas, il me semble. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, c'est-à-dire qu'on se demande toujours si notre contenu est pertinent, on se lasse rapidement, on se remet en question tout le temps. Les chiffres, on est obsédé par les chiffres. En tout cas, moi, c'est vrai que les nombres, c'est pas forcément dans une idée de réussite. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est jamais dans une idée de réussite, c'est toujours dans une idée d'échec. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a moins de vues, je vais me dire les gens ça leur a pas plu, les gens ça les a pas intéressés, j'ai dû les décevoir, ils vont se désabonner, ils vont se dire qu'en fait ma chaîne est nulle. C'est jamais oh tiens j'ai fait beaucoup de vues, ça a dû toucher plein de gens. Non, c'est toujours dans l'autre sens en fait. C'est toujours dans l'autre sens. C'est ça qui est quand même assez frappant. Et à l'heure actuelle, il y a aussi un autre point qui n'est pas trop été abordé par Caro, mais c'est vrai qu'il est possible de faire beaucoup plus d'argent. Par exemple, je sais ce que je pourrais faire pour toucher plus d'argent, ne serait-ce qu'avec les vues. Arrêtez de parler de féminisme, arrêtez de parler de politique, arrêtez de parler d'antiracisme, faire un certain type de vidéo avec un certain type de miniature, avec certains mots-clés, la poster à certains moments. Voilà. Mais est-ce que je dis que c'est mal, bien, je suis même pas là en train de répondre à ça, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, et je pense que c'est pas ce que vous avez envie de voir non plus. Vous avez envie de voir du contenu qui me ressemble, qui vous intéresse, qui parfois vous intéresse moins, parce que c'est la vie aussi, et j'ai pas envie de me changer comme ça. Vraiment, c'est quelque chose qui m'embête. Et puis il y a autre chose, et je pense que là du coup, Caro et moi on est vraiment très semblables, c'est que nos chaînes sont très éclectiques. Et que ça, à l'heure actuelle, où on vit vraiment dans une époque de marketing et de communication et de branding, en fait on n'a pas de brand, on n'a pas de marque, on n'a pas d'image de marque, on n'a pas de ligne éditoriale vraiment, et c'est ultra difficile aussi d'être référencé, de se positionner. Et ça c'est quelque chose qui moi me pose vraiment question, c'est-à-dire que j'ai envie de faire des vidéos en anglais, j'ai envie de faire des vidéos en français, j'ai envie de faire des vlogs, j'ai envie de faire des vidéos de cuisine, j'ai envie de faire des vidéos de politique, j'ai envie de faire des vidéos de littérature, j'ai pas envie de me priver parce que, et je trouve que je me suis déjà privée. C'est-à-dire qu'en français, c'est rare que je vienne vous parler de trucs détendus, en faisant pas attention à tout ce que je dis, en n'étant pas hyper engagée, en n'étant pas hyper sérieuse. Il y a aussi des moments dans ma vie où je suis pas sérieuse en fait. J'ai envie de vous parler de musique que j'écoute, et j'ai envie de vous faire des vlogs détendus, j'ai envie de vous raconter parfois des histoires personnelles, et je me sens bloquée parce qu'en fait j'ai l'impression que ça va pas avec la chaîne, j'ai l'impression que ça va pas plaire, j'ai l'impression que les gens vont être déçus. C'est cette pression aussi qui est parfois difficile à vivre. Et ça c'est des choses sur lesquelles je travaille. Je pense que voilà, j'en ai déjà parlé, mais je vais sans doute créer une chaîne littéraire parce que j'ai envie d'avoir un endroit où je parle de littérature, qui est quand même ma passion première, d'accord? Et c'est vraiment ce qui me rend très heureuse. Créer mon Instagram littéraire, ça a été une super idée. Je me sens beaucoup plus épanouie depuis que je peux poster que de la littérature sur ce compte et que mon autre compte est réservé à d'autres choses. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment apaisée au niveau de... Voilà. Et je pense que le faire sur YouTube, ça pourrait être bien. Et pour 2020... Voilà, j'ai beaucoup d'espoir d'arriver mentalement à aller mieux, à mieux gérer mon temps. J'ai beaucoup d'espoir au niveau du travail d'arriver à arranger, Oh, un arc-en-ciel! Oh, attendez. Il y a un arc-en-ciel qui est vraiment très très beau. Je sais pas si vous pouvez voir. Oh. Bon,
on va reprendre le fil de la vidéo, n'est-ce pas? Tout ça pour vous dire que voilà, j'ai beaucoup d'espoir pour 2020 et c'est des espoirs qui seront peut-être pas réalisés parce qu'en fait ça va être compliqué. Mais j'ai envie de vous sortir des vidéos projets, j'ai envie de vous faire enfin ma série de tels lieux en littérature où je vais sur les lieux et je vous présente des livres qui ont été écrits sur ces lieux ou qui parlent de ces lieux. J'avais filmé en fait au Vietnam, en Russie, en Hongrie et dans un autre pays mais j'oublie. Et en fait j'ai tout perdu, mon disque dur a cramé, ça aussi ça a été un grand moment de l'année 2019. Mais voilà, j'ai envie de vous proposer ce genre de choses, j'ai envie de venir vous parler de manière plus détendue, j'ai envie de vous faire venir sur la chaîne, j'ai envie de beaucoup de choses. Et très honnêtement, ce sera possible en fait que si financièrement ça se stabilise ou ça augmente et que si j'arrive à trouver un rythme de vie différent, jongler entre cette activité professionnelle de prof que j'aime et dont j'ai besoin financièrement et cette activité à la fois professionnelle et passion que j'exerce depuis depuis 10 ans limite on va dire maintenant et qui est quand même assez difficile à gérer en fait d'une manière ou d'une autre, voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé pendant, pour pas dire forcément grand chose, enfin j'en sais rien, n'hésitez pas à réagir, vraiment, j'espère que ça aura peut-être rassuré certains ou certaines créatrices et créateurs de contenu qui passent par là et qui se reconnaissent dans ce que je dis, j'espère que ça aura permis à certains et certaines de mieux comprendre en fait nos inquiétudes, nos doutes, un peu ce à quoi ça peut ressembler de créer du contenu et de le faire à une échelle un peu professionnelle. Si vous avez du coup envie de me soutenir sur Patreon, le lien est en barre d'infos, c'est comme Tipeee en fait. Et moi, mon but c'est pas que qui que ce soit me donne 20 ou 30 euros par mois. Enfin, si vous pouvez, voilà, tout le monde est libre. Mais en fait, moi je préférerais infiniment plus avoir une quantité plus étendue de gens qui donnent 1 euro et qui se mettent pas dans l'embarras. Parce qu'un euro, voilà, ça peut passer assez inaperçu, qui en souffrent pas, qui sont pas dans le stress vis-à-vis de ça, et qui en fait permettent que ce soit un truc stable et régulier, qui m'apporte en fait une sérénité, qui puisse me permettre de continuer à créer tout ce contenu en fait. De libérer du temps à l'avenir, potentiellement, à la fin de l'année scolaire j'espère, on va voir comment ça se passe, mais de libérer du temps en tant que professeur pour le redistribuer sur créatrice de contenu. Voilà. N'hésitez vraiment pas à réagir, franchement, c'est un débat, enfin une discussion, pas un débat, c'est une discussion que j'ai envie d'avoir avec vous parce qu'en fait on est tous dedans dans cette histoire. Alors bien sûr c'est un peu unilatéral, c'est-à-dire que je crée du contenu et que le travail on va dire est de mon côté et que... Voilà, mais on est quand même à plusieurs dedans et en fait sans vous, il y a pas, je suis pas là quoi. Donc c'est important il me semble d'en discuter à cœur ouvert et avec honnêteté. J'espère vraiment que personne n'aura été heurté ou offensé par mes propos, voilà, sur l'argent, sur l'aspect financier, sur la participation financière des gens qui regardent mes vidéos. Je pense qu'avec un peu de recul et un minimum d'objectivité, on peut quand même comprendre que c'est assez logique, il me semble, ce que je dis. Voilà, enfin je pense en tout cas. Je pense pas avoir dit des choses vraiment aberrantes et vraiment égoïstes ou avoir nié des privilèges dans cette vidéo, je pense pas en tout cas. Voilà, je vous dis à la prochaine et j'ai hâte de lire vos commentaires. Franchement, je suis sûre que vous allez pouvoir m'apporter des pistes intéressantes. Voilà.